Hello les amis, bienvenue dans l'épisode 3 du podcast. Je suis en compagnie de Greg, un épisode sous l'égide de la beauté, de la grâce. Un épisode spécial femme avec plein d'interviews de collectionneuses et une petite rubrique sur les femmes dans le sport et dans les collections de cartes. Et plein d'autres belles choses, mon Greg. Yes. Qu'as-tu prévu ? Eh bien, déjà, on va recevoir, comme tu disais, des collectionneuses, mais certaines journalistes, d'autres joueuses de basket, ou même une invitée très spéciale en la matière de jean qui était designer ou designeuse, je sais pas comment on dit, on peut le dire, je pense designeuse chez Arena Design. Je pense que les deux sont valables. Voilà, donc designeuse chez Arena Design dans les années 90 pour la marque Fleer, donc elle nous a fait cet honneur. Et une petite surprise, on va pas dire son prénom parce que sinon ça va enlever tout le charme de cet épisode. Exactement, on va retrouver aussi Maître Magouille qui a toujours un beau produit à vendre. Ah, Maître Magouille. Est-ce qu'il aura sa fidèle secrétaire, j'espère ? C'est la journée des femmes, enfin c'est l'épisode des femmes, pas la journée des femmes. Et Mathilde sera là, probablement. Ah, Mathilde, comme Mathilde la collectionneuse qu'on a interviewée. Donc, ah oui, c'est pas la même Mathilde. Non. Et puis on va pas faire de news cette fois-ci parce que l'épisode déjà sera assez long parce que c'est un épisode spécial. Mais Exactement. Par contre, on peut souligner que Upperdeck nous suit sur Podcart et ça c'est la grande classe. C'est la classe. On remercie aussi Brooklyn Fizz de nous avoir invités sur leur petit live vidéo. Très sympa. Merci Brooklyn Fizz. On remercie tous nos partenaires, tous nos viewers. C'est ça. Et puis on est très satisfait. Tobias aussi, qui est encore là, fidèle au poste. La grande classe, c'est le chef de la traduction. Et je te remercie Greg d'avoir bossé pendant moi, je foutais rien pour les interviews. Non, et vu que c'est un épisode appelé Hobby au féminin, on remercie aussi la femme de Tobias, TJ, qui aussi subit mes horaires pour les interviews avec le décalage horaire des États-Unis. Voilà, c'est ça, les bonnes petites interviews de 23h, minuit, c'est toujours sympa. C'est ça. Donc voilà, le menu. Super menu, miam miam, on va se régaler. À tout de suite les amis. Let's go! Et tout de suite, nous retrouvons Greg en compagnie de... pour l'interview surprise. Bonjour Valérie. Salut Greg. Ça va? Ouais, ça va bien, merci. Oui, donc déjà rien à voir avec le monde des cartes, mais je sais qu'aujourd'hui c'est un moment important pour toi parce que tu as écrit un livre et il sort aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ça n'a rien à voir avec le monde des cartes. Moi, c'est de la romance, donc c'est complètement différent, mais c'est vrai que c'est un grand jour. C'est vrai, mais bon, je te fais ce petit clin d'œil parce que tu m'avais bien aidé pour mon livre, les conseils, donc je tenais à te remercier en direct. Bah, ça aussi, c'est moi qui te remercie. C'est cool. Donc voilà, alors on fait un épisode spécial autour des femmes et des cartes. Et toi, Valérie, donc tu ne collectionnes pas du tout les cartes, mais Luc, ton mari, collectionne les cartes. Ah ça oui, ça on peut le dire. C'est vrai que c'est un grand collectionneur. Oui. D'accord. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble et ça fait 15 ans que je vis avec les cartes. Ah voilà, donc c'est intéressant. Tu es avec un collectionneur, donc il collectionnait avant ta rencontre. Avant oui. rencontre. Oui, mais quand on s'est connus, il collectionnait déjà, donc j'ai pris le package. J'ai pris Luc et ses cartes. Alors, il l'a présenté comment? Parce que c'est pas évident. Moi, je connais aussi pareil. Je collectionnais avant que je rencontre ma femme. Comment il te l'a amené? Parce que c'est pas rien, hein? Oui, au début, il m'a un peu expliqué qu'il avait une passion. Déjà, de par sa grande taille, j'ai compris tout de suite qu'il aimait le basket. Déjà. Et puis après, j'ai vu dans sa chambre, quand j'allais chez lui, qu'il y avait effectivement beaucoup de cartes. Au départ, j'ai pas prêté beaucoup attention. Enfin, quand même, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de cartes, beaucoup de cartons. Et puis voilà, au fil des années, au fil du temps, il m'a dit qu'il avait une passion pour... C'est vrai que moi, au début, je trouvais ça un petit peu étrange. Collectionner des cartes, pour moi, c'était, je dirais presque enfantin, parce que je connaissais pas. Mais après, c'est vrai qu'il m'a fait découvrir un peu ce monde que je connaissais pas. Et c'est vrai que c'est une passion et c'est comme ça. Hein, oui. Et au fil du temps, du coup, ton regard, il a changé en t'expliquant, en voyant un petit peu l'univers, les gens qui le fréquentent. Oui, j'ai appris avec lui. Hein. Alors, c'est vrai que je me suis pas complètement investie. Hein. C'est vrai que moi, c'est pas mon domaine, c'est pas ma passion. On a chacun un truc différent. Mais effectivement, il aime bien m'expliquer. J'ai appris à connaître les joueurs qui collectionnent. J'ai
j'ai appris à connaître un peu les gens qui collectionnent autour de lui, les supports qu'il utilise par rapport à ses cartes, tout ça. Oui, petit à petit, je suis rentrée un petit peu dans le monde des cartes malgré moi, quoi, je vais dire. Oui, donc non, mais c'est intéressant. Et lui, est-ce qu'il en parle facilement ou il garde quand même toujours son petit côté personnel là-dessus Alors oui, il en parle facilement, des fois un peu beaucoup même, je dirais ça. Mais voilà, de toute façon, il comprend tout de suite quand ça m'intéresse peut-être pas forcément. Il voit que voilà, il passe à autre chose. Mais par contre, voilà, il a son domaine. Dans la maison, on a un bureau il appelle ça The Cave, c'est son endroit à lui. Il s'est fait sa petite pièce avec il y a une grande partie de ses cartes, mais pas toutes, ça tiendrait pas tout dans un bureau. Et puis il a sa télé, son ordi, de quoi faire ses photos de cartes, de quoi faire ses listes. Enfin, non, il a son petit endroit où il se retranche. C'est le genre de pièce où faut faire attention avant d'entrer, quoi. Faut pas faire n'importe quoi. Oui, ça c'est sûr. Des fois j'entends un chat qui rentre, des fois j'entends crier. Voilà, hop, le chat ressort automatiquement. C'est marrant. Et est-ce que par exemple, tu sais malheureusement que ça a un coût aussi, puisque ça reste voilà. Est-ce que par exemple s'il y a une carte chère qu'il doit acheter ou qu'il doit se fournir, est-ce qu'il a un moyen de te l'annoncer ou il y a un moyen détourné de le faire, de t'annoncer que c'est pas pareil que d'habitude? Alors en fait c'est vrai qu'au départ quand je l'ai connu il était tout seul, donc si tu veux il consacrait un énorme budget à ça, donc il n'y avait pas de souci pour lui. Et puis, donc on s'est mis en couple, on a notre fille qui a 12 ans, on a une maison, donc effectivement les sommes allouées aux cartes ont dû quand même bien diminuer et c'est vrai que ça l'a un petit peu dépité, mais bon, il était obligé d'assumer le reste et pas que les cartes. Mais c'est vrai que malgré tout, des fois, il me dit regarde ça, j'aimerais bien. Donc il tâte un peu le terrain, ou des fois il tâte le terrain, mais c'est déjà fait aussi. Ah voilà, ça me rassure parce que j'allais dire, moi j'ai la technique de dire. Oh, regarde ce que j'ai reçu, ça vaut très cher. Et puis après, mais ça vaut combien? Voilà, ou c'est ça, non, ou alors des fois, c'est regarde, c'est de la non, mais tu sais, c'est pas très cher. Je dis bon, mais c'est quoi pas très cher? Non, mais voilà. J'ai fait une affaire. Voilà, oui. Ah, mais tiens, mais vous utilisez les mêmes termes alors. On se complémente. Mais c'est marrant. Et par rapport à ça, pour terminer, est-ce que tu aurais une anecdote un petit peu marrante ou quelque chose qui t'avait marqué par rapport à sa collection ou... Non, je me rappelle d'une chose, on n'habitait pas encore ensemble, moi j'habitais dans une petite maison. Et puis il avait amené un jour ses cartes, donc il avait un sac plein de cartes et il y avait un petit escalier dans cette maison et je ne sais pas comment il a fait avec ses grands pieds, il s'est pris les pieds dans l'escalier, il avait son sac, on descendait et tout est tombé. Donc Luc, bien sûr, le sac de cartes, je crois qu'il s'était, je sais pas si c'était pas cassé l'orteil ou quoi que ce soit, mais alors ça ne comptait plus, il y avait que les cartes qui étaient en mille, qui étaient étalées de partout et c'était le grand désastre, il fallait vite remettre les cartes dans le bon ordre et tout. Ça je m'étais dit, là effectivement, je crois qu'on touche quelque chose d'important. Oui, les cartes avant tout et on verra après si j'ai quelque chose de cassé. Voilà, l'anecdote c'est super. D'accord. Bon en tout cas, je te remercie Valérie, c'était un moment bien sympa avec toi et je pense que le clin d'œil va lui faire plaisir. J'espère. Ça marche, mais en tout cas, merci beaucoup Valérie et puis bonne chance pour ton livre. Merci beaucoup Greg, à bientôt. Salut. Au revoir. Eh bien, il est temps de retrouver Adrien avec sa rubrique spéciale sur les cartes et les femmes dans le sport. Donc Adrien, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de... Alors exactement, alors déjà en préambule de cette chronique, je vais faire un petit coup de gueule parce que je me suis renseigné, j'ai cherché un peu sur les internets, comme disent nos amis québécois, des collections où on pouvait trouver des femmes. Eh ben, c'est assez dur à trouver les amis. Alors déjà, j'aimerais que les éditeurs fassent un peu plus de sets sur les ligues féminines ou sur les athlètes féminines parce que il n'y a pas de raison que ce soit que les hommes qui soient mis tout le temps en valeur dans les collections de cartes. Voilà, ça c'était mon coup de gueule, je dénonce et j'ai pas peur des conséquences, mon cher Greg. Voilà. Alors, cela dit, il existe quand même des possibilités de trouver des cartes de sportives. Donc tout d'abord, vous avez un set chez Panini en WNBA, Panini Prism 2020 WNBA. Donc ça, c'est la ligue de l'équivalent de la NBA, mais pour les femmes aux États-Unis. Donc il y a ce produit-là qui existe. Après, vous pouvez trouver des sportives dans les sets UFC. Vous avez les championnes, enfin toutes les filles qui combattent dans les différentes divisions de l'UFC. Vous avez dans les sets Tops Catch, les catcheuses, comme Molly Holly, etc. Donc ça, vous pouvez les trouver, c'est inclus dans les sets de base. En NASCAR, vous pouvez trouver du Danica Patrick dans certains sets.
En hockey, alors là, il faut plutôt fouiller dans le rétro ou dans le hockey universitaire ou dans les Team Canada. Vous avez les athlètes féminines aussi. Notamment, on peut trouver facilement la gardienne Marion Réaume qui est très très connue en hockey. Voilà. Et majoritairement, vous allez retrouver des femmes aussi dans les sets, on va dire, sur les GOAT de chaque sport. Donc les Great of All Time. Super accent, faudrait que je taffe ça avec Tobias. Donc vous allez retrouver toutes les plus grandes dans chaque discipline. Du Lindsey Vonn pour le ski, vous allez retrouver des golfeuses, les tenniswomen, enfin toutes les grandes stars qui font chaque sport au féminin. Je vais faire aussi un petit cocorico, félicitations à Slamdeck qui produit des cartes 100% françaises et qui ajoute bien sûr les filles de l'équipe de France de basket. Et ça c'est super. Et il a pour projet aussi de produire d'autres cartes avec d'autres sports et notamment les sections féminines de ces sports-là. Donc ça c'est super de mettre en avant ce côté-là. Greg, tu voulais ajouter d'autres choses? Oui. Eh bien oui, tu parlais de Slamdeck et on en a parlé et on l'a reçu, donc on aura un épisode spécial aussi avec lui. Et j'avais souligné le fait que j'aurais bien aimé qu'il ait une série baseball. Et ça me fait penser à Mélissa Mailleux qui joue en softball, qui a joué en D1 avec les hommes et qui mériterait aussi d'avoir sa carte. Donc peut-être qu'avec son championnat, elle aura une carte prochainement, puisque dans le softball, on retrouve certaines collections comme les Topps Demand, les Donruss Legend, où on retrouve les stars du softball. Et puis en baseball, pour ceux qui ont une culture aussi un peu cinéma, dans le film A League of Their Own, une équipe hors du commun avec Tom Hanks et Madonna, on retrouve des cartes sur ces femmes qui avaient pu jouer au baseball et à créer leur ligue où il n'y avait que des femmes. Et donc par exemple il y a la collection 93 de Ted Williams qui n'existe plus mais qui est une collection connue. Il y avait aussi dans les Allen & Ginter, très connu, les Donruss Legend, et puis tu en as parlé aussi dans les Goodwin où on trouve les multisports. Ouais, et dans les Master Collection, si vous avez du pognon, il y en a aussi. Vous pouvez trouver dans les collections, dans les First Pitch en Tops aussi, vous pouvez trouver les femmes qui font les premiers lancers protocolaires dans les games. Ah oui, il y a comme en BBM. Ouais. Ça, c'est une petite référence à Charles-Antoine qui lui est un spécialiste du Japon et des BBM. Donc il y a les first pitch comme tu dis Adrien et aussi les cheerleaders, que ce soit aux US ou en BBM. C'est très, très répandu. J'y pense aussi dans hockey pour les cérémonies de face-off protocolaire, ce genre de choses. Je suis pas certain, mais c'est à vérifier. Mais à la limite c'est des guest stars, c'est pas forcément des championnes. C'est ça, mais des femmes. Exactement. Je pensais à... Ah oui, voilà, c'est ça aussi que je pensais. J'ai vu Tops ou même Perdec faire des sets pour féliciter tous les personnels médicaux qui a agi pendant la crise du Covid aussi. J'ai vu des cartes d'infirmières circuler ou de... Alors je dis infirmières, mais il y avait aussi les hommes. Hein. Mais les docs, voilà, c'est ça. Pour féliciter tous les gens qui se sont mobilisés pendant la pandémie. J'ai vu ça aussi circuler. Oui, je pense qu'en Allen & Ginter, c'est un peu pareil. Comme il y a des présidents, il doit y avoir aussi des figures politiques. On doit peut-être retrouver Michelle Obama. Oui, ça c'est sûr. Les politiques, on les retrouve dans les Goodwin Champions. Il y a même un set, je crois, spécial pour avoir les dirigeants du monde. Et donc là, forcément, vous allez les retrouver Angela Merkel, la reine d'Angleterre, ce genre de choses. Ou des sets un peu historiques où là, forcément, vous allez retrouver des figures de l'histoire. Voilà. C'est intéressant, mais comme tu dis, c'est à chaque fois souvent mêlé à des collections où il y a des hommes. Les collections uniques de femmes sportives, c'est très rare. Ou alors faut vraiment fouiner. Sinon, vous pouvez trouver aussi dans les collections hors sport, donc tout ce qui est film et séries. Là, vous allez trouver. Je sais qu'il y avait une collection sur Big Bang Theory, là, la série. Vous aviez des cartes de Penny pour ceux qui connaissent la série, ce genre de choses. Voilà, donc c'est un peu décevant. On aimerait que les éditeurs en fassent un peu plus. Après, est-ce qu'il y a un public pour acheter ça? Moi, je pense que oui, mais ça doit, par rapport au volume qu'ils souhaitent vendre, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ne vont pas sur ces collections-là. Adrien, parce que ça sera la transition pour aller vers l'interview de Mathilde, qui est collectionneuse de basket. Et quand on va lui poser des questions sur le fait que, est-ce qu'elle, en tant que joueuse de basket, elle serait
amené à acheter des cartes de basket WNBA ou féminines, eh bien des fois on est surpris des réponses. C'est ça, exactement. Vous verrez sa réponse tout à l'heure dans l'interview. Bah voilà les amis, on vous a fait un petit panorama des collections et des filles dans les cartes de sport, ou dans les cartes tout court. On vous souhaite un joyeux Noël et à bientôt. Et bien après avoir reçu Valérie, je suis très heureux d'accueillir Mathilde qui est avec nous. Salut Mathilde. Salut Greg. Ça va ? Ça va, très bien, super. Bon, on a réussi, avec toi. Voilà, exactement. On a réussi tous les deux de notre côté à coucher les petits-enfants. Donc, on peut réaliser cette interview, c'est sympa. Donc, on est venu vers toi parce que tu es collectionneuse de cartes de basket et on voulait savoir un petit peu comment tu étais venue à collectionner les cartes et depuis combien de temps. Alors, à vrai dire, j'y ai réfléchi et je suis pas très sûre. J'ai commencé, je pense, fin de collège, début de lycée. J'ai 32 ans maintenant, donc ça fait un bout de temps. J'ai toujours ce qui a fait que j'ai commencé à collectionner les cartes, je sais pas exactement. Je crois que j'avais fait une brocante et j'avais trouvé des cartes comme ça sur une brocante et je me suis dit c'est cool. Et vu que j'adore le basket, je suis basketteuse, je joue, etc. Voilà, ça s'est fait naturellement. J'ai un peu lâché pendant quelques années et puis après je me suis remise dedans dans les années 2010, quoi, il y a une dizaine d'années et puis depuis voilà je collectionne. Et alors, ces cartes sur la brocante, tu avais déjà une notion de la trading card avant ou c'était nouveau et c'est l'objet qui t'a attiré vu que tu aimais le basket qui t'a fait acheter ces cartes ? Ouais, c'est ça. Sincèrement, j'avais aucune notion sur les cartes. Je pense qu'avant de les avoir vues, je savais même pas que ça existait. Et du coup, ça m'a rendue curieuse. J'ai trouvé ça super cool, en fait, d'avoir ces petits bouts de carton des joueurs que j'aimais, que je regardais, etc. Et du coup, je m'y suis intéressée. Je suis tombée sur le forum BTC. Oui. Et voilà, j'ai découvert une super communauté, etc. Et ça m'a vraiment, je suis rentrée vraiment dedans par ça, quoi. Ah, génial. Alors, toi qui étais basketteuse, est-ce que t'en as parlé à tes coéquipières ? Est-ce que tu leur as montré ou tu gardais ça pour toi ? Je l'ai jamais eu honte. Je sais que j'ai déjà entendu des mecs dire ouais, j'ai un peu honte de collectionner, les gens ils comprennent pas. Moi j'ai jamais eu honte de le faire, au contraire. J'en parlais autour de moi, même mes copines actuelles, j'en parle avec elles. Mais voilà, j'ai jamais eu de copines proches qui étaient à fond dans les cartes, quoi. C'est un truc que je garde plus pour moi et puis voilà, que je partage avec les gens qui sont dans la communauté des cartes, mais voilà, plus comme ça, quoi. Alors tu nous parlais de BTC, donc je voulais savoir déjà si tu avais échangé avec d'autres femmes sur BTC ou sur d'autres forums de cartes de collection. On n'est pas beaucoup, on doit être quoi que je connais, voilà, comme ça, de temps en temps avec qui on échange, on doit être 2-3, Sincèrement, on est vraiment en minorité. Il y a Tiffen de BTC que je connais. Pardon ? Il y a Tiffen. Ouais, voilà, c'est ça, il y a Tiffen. Il y a, comment elle s'appelle ? Oh, puis alors moi je suis nulle avec les noms, elle va m'en vouloir. Il y a les pseudos des fois aussi. C'est ça aussi. Je sais plus. Oui, vous êtes 2-3 donc. Ouais, c'est ça. Pour moi, on est 3, quoi. Donc il y a une petite solidarité, mais vous n'êtes pas nombreuses. Ouais, c'est ça. Et même là, les groupes Facebook se développent pas mal ces dernières années. Oui. Et même là-dessus, il y a que des garçons, je pense. Et même à l'étranger, je vois rarement des filles, quoi. C'est même sur les forums US et tout, on est vraiment. C'est vrai que c'est pour ça qu'on voulait faire un épisode aussi pour en parler parce que autour de la trading card, que ce soit la conception, le design, il y a des femmes qui travaillent pour les cartes, mais les collectionneuses, il semblerait qu'il y ait quand même une faible partie. C'est intéressant d'en discuter avec toi. Et alors, du coup, ton mari, il est collectionneur ou... Alors, pas du tout. Non ? Il est basketteur aussi. On s'est d'ailleurs rencontrés en jouant au basket, mais il n'est pas du tout dans les cartes. Mais par contre, alors, il dit que ça l'intéresse pas. Souvent, d'ailleurs, il me dit tu gaspilles des sous dans tes bouts de carton, etc. Mais il aime bien, par contre, quand j'ouvrais des box, parce que c'est vrai que dernièrement, j'en ouvre pas trop, quand j'ouvrais des box, il adorait le faire avec moi, quoi. L'excitation de découvrir ce qu'il y a dedans, et il aime bien quand même regarder, voilà, il regarde un peu avec moi, tout ça, quand je reçois une carte, il aime bien regarder, etc. Mais voilà, il collectionne pas du tout, quoi. D'accord. Et alors maintenant, pour obtenir tes cartes, alors on a vu la hype qu'il y a en ce moment sur les cartes de basket où les prix c'est de la folie, donc je te parle pas forcément actuellement, mais pour te fournir les boîtes ou les échanges, tes achats, c'est plus pour les US ou tu essaies de faire en France? Comment tu procèdes? Alors c'est très varié, j'essaye au maximum de faire des échanges. Parce que voilà, j'aime bien le principe. Et après, pour renouveler ma trade list, avant, j'adorais acheter des boîtes. J'ai acheté pas mal de boîtes. Franchement, je devais acheter peut-être pas 10 boîtes par an, mais pas loin.
J'aimais vraiment beaucoup ça. C'est sympa. Ça fait 2-3 ans que les prix là sont devenus ingérables quoi. Enfin, quand on voit qu'une boîte de dons russes elle est à combien, 5 ou 600 dollars. Enfin, c'est pas possible. C'est surtout en plus le rapport qualité-prix. Encore, tu mettrais 500 dollars, mais tu serais assuré à la limite d'avoir quand même au moins remboursé ou quelque chose d'équivalent, ça va. Mais le problème, c'est que derrière, la qualité... Ouais, voilà, avant, t'achetais une boîte à 100 dollars, t'étais pas forcément sûr de la rembourser, mais tu t'en foutais, c'était pour le plaisir, quoi. Mais là, enfin, voilà, la plupart d'entre nous peuvent plus suivre. Mais donc, du coup, maintenant, je fais pas mal d'achats sur eBay. Donc, eBay US, obligatoirement, c'est là-bas qu'il y a le plus de choses. Et puis voilà, je suis aussi sur... alors BTC est plus très vivant aujourd'hui, ce que je trouve dommage, parce que moi j'adore le principe du forum, je trouve ça sympa. Par exemple, par rapport à Facebook, on voit tous les messages qui passent, si tu l'as pas lu, il est en surligné et tout. Oui. Facebook, je loupe pas mal de trucs parce que... Voilà, en plus j'ai un petit garçon qui me prend du temps, donc j'ai pas forcément trop de temps en ce moment. Mais bon, je suis aussi sur les forums Facebook, enfin les groupes Facebook, etc. C'est assez varié pour avoir des cartes, mais j'avoue être un peu en retrait du coup parce que j'ai pas forcément envie de mettre un budget énorme et du coup avec la hype en ce moment c'est un peu non mais t'as raison, c'est vrai que le groupe Facebook c'est génial parce que c'est à l'instant T, mais il faut être là et le forum c'est la qualité, c'est que comme tu dis on peut revenir, on peut discuter, relire. Ouais, c'est ça. Facebook c'est très éphémère on va dire, donc c'est compliqué. Ouais, c'est ça, des fois voilà, dans une même journée s'il y a 10 publis, tu es là pendant 2 jours, c'est foutu quoi. C'est ça. Donc des fois j'essaye de descendre un peu le fil d'actu, mais c'est vrai que je loupe quand même des trucs quoi. Et du coup, quelles sont tes recherches, tes collections? Alors, moi, ma première collection, quand j'ai commencé, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de commencer, c'est Allen Iverson. C'est vraiment le joueur que j'idolâtrais quand j'étais ado et qui m'a donné envie de jouer au basket. En fait, je me voyais bien en lui, il était tout petit, moi je suis pas très grande, enfin voilà, personne. Une belle référence. Basket. donc voilà, je m'identifiais beaucoup à lui. Donc maintenant je fais Iverson, mais je fais que sa rookie year. Je fais plus toutes les cartes. Voilà, et quelques jolis autos aussi d'autres années, mais majoritairement ça. Après, alors j'ai une collection qui est très particulière. Les gens me demandent toujours pourquoi ce joueur. Je collectionne JJ Redick. Voilà, joueur qui est pas forcément dans les top joueurs, mais que moi j'ai toujours adoré. En fait, je regarde beaucoup la NCAA, donc il était très fort quand il était à Duke. C'était un monstre. Donc c'est de ce temps-là que j'adorais le joueur, j'aime bien les shooters, et c'est un joueur au QI basket. Moi j'aime bien les joueurs qui ont du QI basket plus que des joueurs très athlétiques, voilà, qui vont taper des gros tomards, etc. Donc voilà, j'adore ce joueur. Il fait d'ailleurs des super podcasts maintenant. Il commence à préparer sa retraite, je pense. Et donc voilà, donc ma plus grosse collection c'est lui, hein. Je dois avoir, je sais pas, je crois que j'ai 500-600 cartes, pas mal de jolies cartes en plus. Donc voilà. Et après je collectionne un peu de tout, de joueurs que j'aime bien en fait. J'aime bien par exemple Ben Simmons, j'ai pas mal de cartes. J'essaie de récupérer un peu de Doncic et j'aime bien les joueurs européens aussi. J'ai du Bogdanovic, j'ai des joueurs comme ça. Voilà, j'ai un petit peu de tout. J'essaie de me faire une petite collection où j'ai une carte, une règle, un auto et un mémo de chaque joueur. Ah, sympa. Au plaisir, et puis ça te permet aussi des fois peut-être dans des échanges de récupérer des cartes de ton joueur, et puis à côté de récupérer d'autres choses, ça facilite des fois les échanges, on élargit ses recherches. Donc c'est sympa. Et tu as une pièce où tu les stockes, tu mets ça dans des boîtes, dans des albums, comment tu procèdes? Alors je stocke majoritairement, en fait j'ai un petit immeuble là où je stocke tout ça. Donc j'ai 2 classeurs, j'ai 3 classeurs où je range pas mal de choses. Et après j'ai des petites boîtes que j'avais achetées dans un magasin de style Jiffy ou machin, et j'ai tout cassé là-dedans en fait. Voilà, donc ça prend pas énormément de place. Quand j'aurai une maison, l'objectif c'est d'avoir une pièce où faire un peu une pièce basket où je mettrai tout ce que j'ai en carte, en déco, etc. Donc voilà, faire un petit truc sympa. Mais pour l'instant c'est caché. Ok, ouais, très bien. Et dernière question, on sait que il y a la WNBA, il y a des cartes, c'est moins répandu, mais est-ce que tu as été attiré d'avoir des cartes de basket féminin? Est-ce que tu le regardes ou pas du tout? Alors je suis pas une bonne féministe et les filles vont m'en vouloir, mais non. Je regarde très peu le basket féminin, j'avoue. En fait, j'ai pas grandi dedans et pourtant je joue et tout, mais je regarde très peu. Je vais regarder un peu l'équipe de France,
de temps en temps la WNBA, mais vraiment pas beaucoup. Et donc je collectionne pas du tout les cartes féminines, quoi. Vraiment. Et j'ai honte de le dire, hein, mais ma connaissance du basket féminin est vraiment réductrice, réduite, je sais pas comment dire. Donc non, je suis vraiment plus homme. Non, mais ouais, y a pas de souci. Et tu continues de jouer ou tu as arrêté? Bah là, du coup. Bon, là, oui, c'est une période un peu délicate. Ouais, en ce moment, je peux pas. Bah, en fait, j'ai eu mon fils il y a 2 ans, donc j'avais arrêté de jouer quand j'étais enceinte. Et du coup, après, le temps de revenir en forme et après, il y a eu le Covid, en fait. Donc là, je joue pas depuis 2 ans, ça me manque beaucoup. Ça te manque? Le week-end dernier, on allait taper un peu le ballon sur un terrain là dehors et tout, ça a fait trop du bien, quoi. Donc je vais continuer, alors pas en compétition, en loisir, hein, mais voilà, ça fait du bien de jouer. Très bien. Et puis pour terminer, une question un peu toujours identique que je pose, c'est est-ce que tu aurais une anecdote, quelque chose de marrant concernant les cartes ou quelque chose qui te vient par rapport à ça? De marrant, pas forcément. Moi, un super souvenir que j'ai par rapport aux cartes, c'est que je suis allée au NBA Game à Londres, là, entre les Sixers et les Celtics. Et j'avais pris du coup quelques cartes de mes joueurs préférés et j'ai réussi à faire signer Embiid sur une carte et il y a aussi Brice qui fait des super dessins. Je sais pas si oui, je connais bien, il m'a fait un dessin aussi. Ouais, il m'a fait un dessin de Reddick et pareil, j'ai réussi à faire signer mon dessin là-bas. Donc ça, c'est des bons souvenirs du coup. Voilà, des cartes que je vais garder. Oui, puis c'est vrai qu'en NBA, ils ont plus l'habitude, les joueurs, quand on leur tend une carte, parce que c'est tellement développé chez eux, où il y a tellement de gens qui leur montrent, c'est vrai que naturellement, ils vont facilement la signer. Ouais, d'ailleurs, Ben Simmons, qui n'est pas, il n'est pas affilié Panini, si je dis pas de bêtises. Et en tout cas, il signe pas les cartes. En fait, il n'y a pas d'auto de lui en Panini. Oui. Et quand j'étais au match là, il s'est arrêté devant moi, il a regardé et il a pas voulu signer la carte. Et c'est le seul qui a pas voulu signer. Ah, les contrats. Ouais, alors je sais pas, je pense que c'est par rapport à ça, tu vois, parce qu'il a bloqué, il m'a regardé et il a continué son chemin. Il y a ça, ou alors il y a certains joueurs, je sais que même certains qui font du TCM, en fait, certains joueurs refusent maintenant parce qu'il y a eu un business derrière, en fait. Ouais. Avant, les gens gardaient pour eux, et en fait, certains ont signé et c'est pour la revendre derrière, donc il y a les deux. Mais bon, il y a aussi les histoires de contrats, on ne sait pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mathilde de nous avoir accordé ce temps, et puis on te tient au courant dès qu'il est en ligne. Ok, et super, avec grand plaisir. Je suis contente de représenter la gente féminine. Super, merci Mathilde. Salut. Salut Greg. Aujourd'hui, nous sommes avec Marion. On te souhaite la bienvenue chez nous avec Podcart. Salut Marion. Salut Greg, salut à tous, ravi d'être parmi vous. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Adrien n'est pas avec nous, mais il est avec nous par la pensée. Alors on a voulu t'inviter, que tu sois parmi nous, car on te connaît essentiellement pour tes interventions sur le média internet et podcast consacrés au baseball, The Strikeout et même Hype. Et on voulait déjà que tu te présentes rapidement pour nos auditeurs et nous dire comment t'es venue cette passion pour le baseball et as-tu pratiqué ou pratiques-tu la discipline ? Alors oui, effectivement, ma passion vient du fait que j'ai moi-même joué au baseball, puis au softball pendant quasiment 25 ans à peu près. J'ai commencé à l'âge de 10 ans dans un tout petit club qui était à Saint-Étienne à l'époque où j'habitais. J'ai commencé toute gamine, donc j'ai joué pendant 6-7 ans au baseball et après, à l'adolescence, je suis passée sur le softball et là j'ai vécu des super moments avec mes équipes en participant notamment à des Coupes d'Europe et tout ça. Donc grosse passion du jeu et puis bien évidemment je me suis intéressée très vite à la MLB et voilà, et depuis je suis fervente, alors je ne joue plus mais je continue de vivre ma passion à travers les interventions sur The Strikeout et sur Hype. Et comment tu as construit cette culture du baseball ? En fait, je pense comme beaucoup de passionnés de baseball, j'ai aussi appris à connaître ce sport à travers les films, les séries américaines forcément, hein, où on voit souvent du baseball, donc ça m'a un peu titillé mon intérêt. Et puis voilà, quand j'étais ado, c'est vrai que on voyait les trousses, les cartables avec des logos. On savait pas forcément si c'était du baseball, de la NFL ou du basket, mais ça tirait l'œil. Et puis j'ai toujours été très très intéressée par les États-Unis. En fait, j'ai fait des études d'anglais aussi, donc en fait ça m'a permis de me plonger vraiment. Enfin, je lis beaucoup d'articles en anglais sur la MLB, donc progressivement tout ça c'est mis en place, quoi. Voilà. Oui, donc
par chance, tu avais un club près de chez toi, ça c'est génial. Donc tu as dû voir l'évolution du baseball féminin au cours de ta carrière de joueuse et même après. Et donc déjà, comment as-tu perçu ce changement? Comment a évolué le baseball au féminin? Et as-tu senti aussi un effet Mélissa Mailleux? Donc on va le rappeler pour nos auditeurs qui savent pas forcément qui c'est, mais qui est une joueuse française qui a évolué en D1 dans le championnat avec les hommes et qui est pro aux USA en softball. Ouais, c'est super. Moi, je te disais que j'avais joué 6-7 ans au baseball et qu'après l'adolescence, j'ai dû passer au softball, mais c'est parce qu'à l'époque, en fait, je ne pouvais plus jouer avec les garçons. En fait, il n'y avait pas de baseball au féminin. Quand on arrivait à la catégorie junior à l'âge de 16 ans, en fait, on m'a interdit de jouer avec les garçons. Pourtant, je jouais avec eux. En fait, j'étais la seule fille de l'équipe. Et en fait, la fédération, le comité régional, je sais plus d'où était venue la décision, mais en fait, ça ne se faisait pas a priori pour des raisons qui étaient invoquées, les raisons physiques, comme quoi il y avait une trop grosse différence physique à l'adolescence entre les filles et les garçons. Et donc j'ai pas pu jouer. Et donc c'est pour ça en fait mon club a monté de toutes pièces une équipe de softball pour que je continue à rester dans le club en fait. Donc c'est génial parce que ça m'a permis de faire des chouettes rencontres. Mais quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'il y a une équipe de baseball féminin, une équipe de France qui a d'ailleurs été championne d'Europe. Enfin, moi, c'est génial. Hein. J'aurais aimé continuer le baseball. Après, j'ai adoré jouer au softball et j'ai vécu, comme je disais, une super aventure. Mais je suis ravie que des filles aujourd'hui puissent vivre leur passion et voilà, et qu'elles soient autorisées à jouer. Je vois pas pourquoi. Oui, c'est génial, ouais, parce que alors ton club avait trouvé une solution en créant une équipe de softball, mais c'était quand même une forme de censure parce qu'on te dit non, tu peux plus jouer au baseball. Alors que maintenant, tu peux choisir softball ou baseball. Donc ça, c'est quand même une belle avancée. Ça, c'est bien. Ah ouais, moi je l'avais très très mal vécu parce que je jouais depuis 6-7 ans et puis. Même au début, quand on m'a dit on va créer une équipe de softball, tu vas jouer avec des filles, j'avais dit oui, mais moi ça fait 6-7 ans que je joue et je vais me retrouver avec des filles qui ont jamais vu du baseball, qui ont jamais joué. Oui, c'est en fait, les filles c'était les sœurs essentiellement des garçons de l'équipe. En fait, ça s'est monté un peu comme ça. Et au début j'étais hyper frustrée quoi de recommencer. En fait, je recommençais à zéro et pour moi c'était hyper frustrant et hyper. Je me disais mais c'est de la censure quoi, c'est empêcher de vivre sa passion. Et voilà, donc moi je suis vraiment Mélissa est vraiment une super image pour ce sport en France et j'espère que beaucoup de filles vont suivre son exemple et vont pratiquer. Alors le softball, si elles veulent jouer au softball, il y a aucun problème, mais si elles veulent jouer au baseball, et ben qu'elles y aillent à fond quoi. Non, c'est vrai que oui, si je me trompe pas, en D1, c'était extraordinaire comme image. Ouais, tout à fait. Donc bravo aux filles qui jouent, c'est super. Super, voilà. Bon, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet du podcast qui, nous, est sur les trading cards. Et je voulais savoir si, déjà plus jeune, tu avais eu un rapport avec une collection, quelle qu'elle soit, ou en particulier des cartes comme les Panini, Upper Deck, ou pas du tout. Alors, les Panini, quand j'étais toute gamine, c'était les albums d'Astérix et Obélix, les trucs comme ça. Le foot, parce qu'en fait, je disais, j'ai grandi à Saint-Étienne, donc c'était avant le baseball, il y a eu le football quand même, et c'était mon sport. Donc, les albums Panini de foot, je les ai tous eus. Je les ai eus pendant très longtemps et en fait au moment où j'ai commencé à jouer au baseball, ma sœur elle joue au basket et en fait j'étais aussi très attirée par le basket. Alors j'y jouais pas parce que les entraînements étaient le même jour que le baseball donc j'avais fait mon choix, mais j'ai très vite adoré la NBA et donc j'ai commencé en collectionnant les cartes de basket parce qu'à l'époque on trouvait pas, moi je ne trouvais pas des cartes de baseball quoi. Mais t'avais les cartes de basket. Les Upper Deck, j'en ai eu un paquet en étant jeune et de lire ton bouquin, ça m'a donné envie je me suis dit il faut que je retrouve ces cartes, mais je sais même pas où elles sont. Je pense que malheureusement elles ont dans le grenier, un carton où elles ont disparu. Dans un déménagement, je sais pas où elles sont. Et en fait ça m'a beaucoup frustrée. Je me suis dit mais j'aurais dû tellement les conserver précieusement, ces cartes qui me forcément qui rappellent l'adolescence et la découverte de ces sports quoi. Je sais ce que c'est. Et donc c'est bien, tu avais déjà une première expérience là-dessus et je voulais savoir donc quand est-ce que tu as découvert l'existence des trading cards mais de baseball et savoir aussi son importance dans l'histoire du baseball. Alors le baseball, je me doutais, sachant ce qui se passait pour la NBA, qu'il y avait quelque chose sur les MLB, mais voilà, à mon époque, je pense qu'on est à peu près de la même génération, il y avait pas vraiment Internet, on pouvait pas vraiment commander des choses aux États-Unis, c'était compliqué, donc je me suis rendu compte du truc en faisant des premiers voyages aux États-Unis et au Canada en fait, où là, en fait, dès que la première fois que j'y suis allée, je suis revenue avec des cartes, quoi. C'était un petit peu pas l'objet du voyage, mais ça faisait partie des souvenirs de voyage, et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment c'était un truc énorme pour tout, quoi, et pas que le baseball. Je découvrais aussi des cartes de NHL,
et tout ça. Donc c'est vraiment là, en se rendant en fait sur place, que je me suis rendu compte de l'impact et de l'importance du hobby, quoi. C'est ça, oui, exactement. C'est pareil. Hein. Moi, c'était sur un voyage aussi. Et est-ce que tu savais que les cartes étaient tout aussi vieilles que le sport en lui-même, le baseball? Alors non, ça j'ai appris au fur et à mesure de mon apprentissage, et c'est vrai qu'on a sorti un article sur The Strikeout l'an dernier. Il y a un de nos contributeurs qui s'est lancé dans une brève histoire, hein, parce que l'histoire est très longue, mais des trading cards, et on se rend compte que ça remonte aux origines du sport. Et ça, au début, j'en avais aucune idée. Pour moi, c'était un peu le côté marketing, comme la NBA par exemple, des années 90, quoi, qui derrière, C'est ça. avec Jordan, qui a développé tout son marketing. Donc pour moi, j'aurais bien remonté ça aux années 70-80. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était aux origines du sport. Et depuis, j'ai acheté un ou deux bouquins là-dessus, et c'est absolument passionnant, quoi, de voir. Ouais, la culture qu'il y a autour. Ouais. C'est incroyable, même en soi, le morceau de carton qui est à la base, tout ce qui est dans la publicité, le chewing-gum, le tabac, qui était juste en fait un objet pour vendre, et les stratégies, c'est rien que ça, c'est passionnant. Et c'est vrai que l'article de The Strikeout est super. Ouais, c'est assez complet, c'est bien, c'était vraiment un bel article qui nous a été proposé, donc je vous invite à le lire si jamais. On mettra le lien. C'est gentil. Il y a pas de souci. Et alors, quand as-tu eu tes premières cartes? Alors, tu as parlé d'un voyage, donc à peu près nous situer quand, et donc tu les avais achetées où? Dans un stade, un magasin spécialisé? Alors, je suis allée pour la première fois de ma vie aux États-Unis. C'était, d'abord au Canada. J'ai fait les deux la même année d'ailleurs, mais un hiver, un été. Le Canada l'hiver et New York, c'était en 2002. Et en fait, c'est là que j'ai acheté. Je pense, dans mon souvenir, c'était plus à New York que j'ai trouvé ça, puisque comme j'y suis allée l'hiver au Canada, il y avait pas de baseball à ce moment-là de la saison. Mais en fait, je suis allée voir un match au Yankee Stadium, et je me rappelle très bien avoir acheté les petits paquets qui vendaient la boutique. En fait, à la boutique, comme dans tous les stades d'ailleurs, ils vendent les packs Team 7, quoi, avec toute l'équipe. Et je pense que mes premières cartes de baseball doivent être celles-là, quoi, un Team 7 des Yankees acheté à l'ancien Yankee Stadium, du coup. Ah donc, oui, très bien. Mythique, le temple des rêves. J'ai parlé du baseball, et voilà, je crois qu'on partage on partage une autre passion commune, qui est celle pour un joueur avec un certain numéro 2 dans le dos, qui a évolué un petit peu à New York. Donc voilà, donc tout ça est cumulé, c'était super, les cartes, voir. C'est bien que tu m'en parles, parce que c'était aussi l'objet de ma question suivante, et ça fait une bonne transition. Donc pour pas le nommer Derek Jeter, ça a l'air d'être aussi un joueur qui t'a marqué, et donc tu t'es dirigé, on va dire, on en a parlé un petit peu avant, t'es pas une collectionneuse à bloc, mais tu as des cartes. Donc si aujourd'hui tu peux récupérer des cartes, ce serait plus de ce joueur. Oui, alors c'est vrai que c'est mon joueur qui restera mon joueur préféré, je pense, toute ma vie, même si j'aime beaucoup d'autres joueurs depuis. Il gardera une place spéciale dans mon cœur, j'allais dire. Et les cartes, j'essaye un maximum. Enfin, j'en ai peu que de Derek Jeter, mais c'est vrai que j'ai pas mal de cartes des Yankees. Mais si j'en vois une qui m'intéresse, alors après, comme je te disais, moi j'aime beaucoup les bouquins et tout, donc je claque pas mal d'argent dans les bouquins de baseball. Et donc j'ai un peu moins d'argent pour les cartes de baseball. Et quand j'en trouve une qui me plaît, je me fais un petit carte. Mais je ne suis pas forcément uniquement sur Derek Jeter, j'aime bien les cartes de baseball. En général. Ouais, en général. Ouais. Mais c'est un bon complément avec les livres aussi, puisque il y a les stats derrière, il y a des petites infos des fois assez marrantes, et des petites subtilités. Et puis dans les bouquins, il y a aussi tellement de choses. C'est un sport qui est tellement riche, qui gagne à être connu, et je suis bien content que tu sois avec nous. En fait, pour terminer notre entrevue, je voulais savoir si tu avais une anecdote ou une histoire qui t'a marqué autour des cartes, que ce soit toi ou dans un livre, quelque chose qui t'a marqué. Oui. Alors j'ai eu une expérience assez intéressante, en fait. Donc je disais que j'étais fan de basket aussi, j'adore les NBA. Et en 2019, je suis allée à San Antonio, en fait, avec l'asso la Spurs Nation France. Ah oui. Qui organise des voyages à San Antonio. Donc je suis partie avec eux au mois de mars 2019. Et en fait, dans les participants, il y avait vraiment des férus de cartes, mais enfin, je pense à ton niveau, quoi, vraiment des gens complètement fous de cartes. Et en fait, dans le programme des visites, on est allé dans un magasin de cartes, donc de trading cards, et je pense qu'on y a passé genre 2 heures ou 2 heures et demie. Alors, les plus mordus se sont installés autour d'une table et ont commencé à déballer des cartes, mais j'avais jamais vu ça. C'était absolument incroyable, quoi. C'était vraiment génial. Et puis moi, pendant ce temps, je regardais toutes les vitrines, toutes les cartes qu'ils proposaient. Enfin,
c'est un souvenir assez incroyable parce que je te disais que j'avais découvert les cartes lors de mes premiers voyages aux États-Unis, mais je voyais des endroits où on vendait des cartes et tout. Oui, voilà. Un magasin. Un magasin, on achetait une carte. Mais là, en fait, les passionnés s'installaient tous autour d'une table. Ils étaient une dizaine. Et ils ouvraient les paquets et tout ça. C'était incroyable de les voir, en fait, vivre leur passion comme ça, quoi. C'est là que je me suis rendu compte que même en France, du coup, il y a vraiment des passionnés. Et quand après, j'ai eu connaissance de ton projet et de ton livre, je me suis dit, ça prouve encore que, voilà, en France, il y a vraiment des mordus et c'était chouette à voir et à vivre, en fait. Et ton anecdote c'est vrai parce que on peut vivre aujourd'hui avec Internet notre passion quand même pleinement comparé il y a 15-20 ans. Mais le moment incroyable, c'est d'être dans ces magasins spécialisés parce qu'il y a que là-bas qu'on peut vivre ça, où il y a que des cartes et on se retrouve dans le paradis sur place et on se dit waouh, il y a des magasins qui vivent que en vendant des cartes. Et ça, c'est exceptionnel. Ça devait être compliqué de vivre aux États-Unis ou tout ça parce que alors là, le budget cartes quand on est comme ça, c'est assez compliqué. Donc moi, je me suis ramené quelques souvenirs, mais je me suis dit va pas falloir y revenir trop souvent dans cette boutique parce que ça va être compliqué. Tu vas me dire, nous, le budget qu'on met dans les frais de port, si on pouvait les mettre dans les cartes sur place, à la limite, ça permettrait de mettre dans la balance parce que aujourd'hui c'est assez cher. Mais bon, c'est vrai que je me suis fait un peu plaisir. J'ai ramené une ou deux cartes qui étaient plus chères, mais c'est exactement la réflexion que je me suis dit. Mais au moins t'es sur place et voilà, t'as la carte et tu payes pas pour la poste et pour l'avion qui va t'amener ta carte. Donc c'est ça. Et puis je relève le côté aussi très amusant du tour opérateur des San Antonio Spurs Nation qui fait, et donc en fin de séjour nous ferons la visite de la boutique de cartes. C'est très sympa ça. Exactement ça, ils l'avaient déjà fait l'année précédente, ils étaient déjà allés à San Antonio l'année d'avant, et en fait c'est parce que dans le groupe il y a des mordus, et donc ça faisait partie des visites proposées dans la semaine, donc moi j'y allais un peu, j'étais intéressée, mais c'était par curiosité, je me suis dit je m'achèterais 2-3 cartes, mais en fait je me suis rendu compte qu'on est resté genre 2h30 dans la c'était en fait c'est un peu même quand t'es pas des cartes, c'est un peu venez vivre une expérience un peu bizarre avec nous, vous allez pas être déçus du voyage. Exactement. Et ce qui est marrant, je rajouterais juste ça, c'est qu'en fait donc un gars a vu que je m'intéressais aux cartes, mais eux ils étaient donc forcément ils étaient à fond dans le basket puisque c'était les fans des Spurs, donc moi je m'intéressais au baseball du coup, et il y a un gars qui m'a vu un peu regarder et il m'a dit tiens, tu t'intéresses au baseball? J'ai dit oui. Il me dit j'ai un paquet de cartes dont je veux plus, et en fait il m'a refilé tout un paquet, c'était des dons russes, et il m'a refilé un paquet, je sais pas, il y en avait au moins je crois que j'ai compté, il y en avait au moins 60 ou 70. Ah oui. Un paquet de dons russes qui était un tas de cartes qui étaient déjà ouvertes, quoi, et puis le blister, mais il m'a dit tiens j'ai trop de cartes, tiens je te les donne, et en fait je suis reparti avec mes cartes, mes dizaines de cartes gratos, quoi, donc c'était super. Écoute, on va finir sur cette anecdote. C'est super sympa. En tout cas, je pense que on a fait un tour d'horizon assez incroyable de ton départ jusqu'à ta collection, et je m'y retrouve un petit peu parce que c'est des cheminements un petit peu c'était très intéressant. Écoute, c'était avec un grand plaisir, et puis vraiment bravo pour ce que vous faites pour développer cette passion et cette culture qui vraiment mérite qu'on s'y intéresse. Donc j'espère vraiment, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes que vous arrivez à toucher et à sensibiliser. Donc continuez comme ça. Il y a une belle dynamique, et comme vous de votre côté avec les sports américains sur les différents médias, je trouve que en ce moment la période est folle. C'est la facilité, ce qu'on disait tout à l'heure, le Internet facilite énormément l'essor des sports américains, du baseball, parce que le basket n'a pas vraiment besoin d'essor, mais voilà, là en ce moment il y a une très bonne vague avec beIN aussi qui diffuse les matchs et tout, c'est vraiment une super dynamique, et j'espère que ça profite aussi au baseball français, que les gens vont s'inscrire dans des clubs et voilà, continuent de s'inscrire dans des clubs, et que notre sport vivra longtemps en France, quoi. Ok, c'est super pour finir. En tout cas, merci Marion, et on te souhaite bonne continuation sur tes différents projets. Merci beaucoup, merci Greg, à bientôt. Salut. Attention, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. Tout ceci est issu de notre imagination de gros déglingos.
Tout de suite, retrouvez Greg en compagnie de Maître Magouille. Eh bien, il est grand temps de retrouver Maître Magouille. Alors, nous allons faire un duplex puisqu'il est en direct, avec le décalage horaire, bien évidemment, mais au Convention Center de Massachusetts. Est-ce que vous nous recevez, Maître Magouille? Oui, je vous reçois très bien. Oh. Alors, il y a un petit peu de délai, mais je vous reçois. C'est le Massachusetts. Ah, Massachusetts, pardon, je crois. Voilà, alors on est dans un salon entre professionnels, parce que, vous le savez, moi, je suis un professionnel. Et j'ai un nouveau produit. D'ailleurs, Greg, je suis un petit peu déçu, parce que j'ai pas vendu beaucoup de scanners par rapport au dernier Je épisode. vous ai pas fait trop de pub, j'avoue que je n'étais pas très emballé vu le prix élevé. Donc j'espère que... Oui, mais vous avez toujours un problème avec les sous, monsieur Non, Greg. mais- Quand faut sortir des sous-sous pour donner à Maître Magouille, il n'y a plus personne. J'espère que cette nouvelle invention que vous allez présenter donc à cette grande convention américaine coûtera un peu moins cher que le scanner. Incroyable. Alors d'ailleurs, je tenais à vous dire que comme c'est un épisode spécial féminin, je suis avec mon assistante Mathilde. Vous l'avez emmené? Bah bien sûr, je lui ai payé le voyage. Alors, bon, moi j'étais en business avec champagne, petit four. Elle était dans la suite. Je lui ai pris une place pour les chiens. Mais elle a bien vécu le voyage, hein. Mais ça m'a coûté moins cher, on fait des économies, vous comprenez. Déjà, elle a survécu, donc c'est une grande victoire, on va dire. Voilà, c'est ça. Elle a apprécié le voyage. Mais quand même, comme c'est une très bonne assistante, je l'ai invitée au resto routier D'accord. aux États-Unis. Et buffet à volonté. Mais comme il y a le Covid, c'était fermé, donc finalement, je lui ai offert un sandwich. Et vous êtes logé au motel C'est ça, au motel des Trois Gorées qui tuent. C'est le motel où il y a le plus de serial killers qui traînent. Ouah. Voilà, exactement. Très bien, bon. Alors, je vais vous présenter mes nouveaux produits parce qu'il y a deux modèles. Alors, vous savez que j'aime les mallettes, les mallettas, comme Oui, vous dites. les fameuses. Et pas des matelas. Voilà, et pas des matelas parce que vous avez des problèmes d'orthographe, mais on va pas le souligner ici. Alors, j'ai inventé une nouvelle mallette révolutionnaire pour vous, les collectionneuses, mesdames. Ah. Je sais que, mesdames, vous êtes toujours très très belles et que vous aimez vous rendre encore plus belles en vous maquillant. Alors, j'ai la mallette de maquillage des collectionneuses avec un double fond pour ranger votre collection et bien sûr pour ranger des bifetons. Alors, cette mallette est composée d'un kit de maquillage complet avec le fard à paupières, le fard à joues, l'eyeliner, le rouge à lèvres et c'est un tube particulier, un tube à double fond également car vous pouvez enrouler des bifetons. C'est très pratique, vous pouvez être belle et être riche. Et, bien évidemment, vous pouvez ranger vos cartes dans ce double fond. Comme ça, lors de vos soirées de l'ambassadeur, vous savez, c'est les petites soirées où on mange des petites crottes en chocolat emballées dans du papier d'alu. Doré. Et ben, vous pourrez éblouir la galerie par votre beauté, certes, mais également par votre collection de Spencer Dinwiddie de qualité ultra top dans votre mallette. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien, mais nous, les bonhommes, on aimerait bien avoir une mallette aussi pour briller en société. Je ne vous ai pas oublié, messieurs. Car, messieurs, je sais que vous aimez bricoler le dimanche. Alors, j'ai la mallette de bricolage pour les collectionneurs. Pareil, double fond. On met des bifetons. On met des cartes. Alors, pour votre collection de Kogan, messieurs, vous pouvez ranger soigneusement vos cartes sous top loader ou sous magnétique, tout sera bien rangé. La deuxième partie, vous rangez vos bifetons, hein, bien sûr, ou vos sachets de cocaïne, mais vous faites ce que vous voulez. Et puis, bien sûr, vous avez des outils comme la perceuse, un set de tournevis complet, et bien sûr, une ponceuse à billets de banque, mon cher... Ah bon, vous poncez les mon billets. cher Greg. Non, c'est... Alors, à la place de la feuille de verre, j'ai mis des billets de banque. Ah oui, d'accord. Et comme ça, quand vous poncez le bois, vous avez des traces de billets de banque qui est sur votre planche de D'accord. bois. Et ça, ça enrichit votre Moi, bois. connaissant vos pratiques, je pensais que cette ponceuse était plutôt pour limer, enfin poncer les bords de cartes qui seraient abîmés et pour les faire grader à une meilleure note. Ça marche aussi. Et bah voilà, donc Ça marche aussi, Maître tout comme Magouille. les produits de beauté présents dans la trousse à maquillage, ils permettent de faire Alors, une beauté au d'accord, cartes. mais je vous arrête tout de suite. Pour quelle modique somme peut-on avoir cette belle mallette? Alors là, bien sûr, nous sommes dans le Massachusetts. Donc, là, je la vends en dollars. D'accord. Pas en roupie ou Oui, en... C'est quoi, le zloty, Alors. votre dernière trouvaille? Voilà, zloty, c'était la monnaie polonaise.
Là, c'est en dollars. Donc, pour la trousse à maquillage, c'est $800. Mais c'est des produits cosmétiques haut de gamme. Hein. Et la mallette est en titane renforcé. Donc, c'est pas de la merde. Hein. Et c'est des produits, c'est pas du L'Oréal bas de gamme. Hein. Là-dedans, il y a vraiment, avec ça, vous aurez une meilleure peau, mesdames. Et vous, messieurs, la mallette de bricolage, elle est pareille, au même tarif, $800. Très bien. Des outils professionnels. Sur batterie. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, batterie que vous pourrez racheter. Voilà. Parce que vous savez que c'est des pièces d'usure, les batteries. Vous pouvez les racheter pour la modique somme de €200 la batterie. Très... Ça coûte cher. Et les métaux précieux. Voilà. Eh bien... Et bien sûr, quand on rapatriera les derniers modèles qui resteront en France, bien sûr, pour la clientèle européenne, ce sera au prix de 3 000 €. Voilà. Bah oui, il faut payer les billets de train, les billets d'avion pour les mallettes. Et pour Mathilde aussi, petit accessoirement. Mathilde, oui, voilà. Alors, comme elle a bien bossé sur ce salon, elle est en bikini pour présenter les mallettes, pour, bien sûr, pour achalander le stand et pour attirer le chaland. C'est sûr que c'est pas vous qui allez être en bikini parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé en musculation, à mon avis. C'est ça. Et puis, je vous avoue que mon petit maillot de bain à la Borat ne fait pas trop sensation aux États-Unis. Eh ben, j'espère que vous ramènerez au moins un concours, un grand prix avec ce produit révolutionnaire. Bah, j'aimerais bien, mais vous savez, les Américains ont des super idées. Hein. Vous savez, comme la casquette pour boire sa bière en regardant les matchs de foot. Ça, c'est du génie parce que il n'y a même plus besoin de se déplacer jusqu'au frigo. C'est pas faux. Eh bien écoutez, Maître Magouille, on prendra de vos nouvelles à l'épisode 4. Hein, on verra où vous êtes parce que vous êtes quand même internationalement connu apparemment. Je vous remercie, mon cher Greg. Alors, sachez que je vous trouve sublime. Très bien, bah, vous embrasserez Mathilde parce qu'elle a beaucoup de courage. Et alors, il y a autre chose aussi que je voudrais signaler avant de rendre l'antenne, comme disent les professionnels. Je trouve votre acolyte, Adrien, je crois, très très bien aussi et d'une intelligence incroyable. Il est extraordinaire. C'est dit. Je vous fais des bisous. Très bien. À bientôt, mon cher Greg. Et merci pour tout. Merci, au revoir et saluez Mathilde de notre part. Hein. Nous allons retrouver nos deux reporters de choc, Greg et Tobias, pour l'interview exclusive d'une pionnière dans le milieu des cartes. Elle a longtemps travaillé pour FLIR et a réalisé notamment le design des fameuses Jambalaya. Il s'agit de Jean d'Arena Design. Je voulais lui demander si elle connaissait notre hobby en France. Bonjour Jean. No, I actually don't know anything about what's going on in France. I know it's going crazy here in the United States. It's really unbelievable. But in the 90s, when I was designing cards, trading cards there was just a couple of companies, so it was also kind of small, and then it just grew and grew. In the 90s, it was big, and then right after, it just imploded and kind of went away. I mean, not went away, but it got very much smaller than it was. And then, about, I guess, 5 or 6 years ago, someone did an interview with us, and I started getting calls and I started getting emails and people asking me, like, do you know how the hobby is blowing up? And since then, it just keeps growing and growing and getting bigger and bigger. It's crazy over here, but it's good to know. I mean, I'm happy that the hobby has come back. En fait, dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui produisaient les cartes, c'était très peu. Et en fait, dans les années 90, ça grandit vraiment. Et il y a 5 ans, elle a eu déjà une interview. Et depuis là, ça a tellement explosé, c'est tellement immense. Aujourd'hui, c'est incroyable. C'est pour ça que je voudrais revenir avec Jean, que tu lui demandes, Tobias. Dans les années 90, donc, ça a été l'explosion, le boom aux États-Unis. Ça a été la révolution en termes de design, de qualité d'insert, dont Arena Design. Et pour nous qui sommes amoureux des années 90 et des inserts, ça a été aussi une révolution dans le monde des cartes. I wish I spoke French. Well, when I started, FLIR was owned by a family. It was a family-owned business. They had a candy factory. They made double bubble gum and Razzles and all kinds of other candy. And so that was really their focus, not the cards. The trading cards, were like a side thing. And then
an investment company purchased Fleer and knew that that was kind of the direction that they wanted the company to go in. So eventually they sold the candy off. When I started, we actually worked in the candy factory when I first started. That's where we were in Philadelphia. And there was like a train outside of my office that would shake all day long and deliver all the sugar from the train to the candy factory. And I would come out and my car would be covered in pink dust from the gum, and it was funny. But eventually we sold that part off. And so when I started, yes, we only had Fleer, and then Ultra was just coming out. So it was still pretty much a bordered card, no outlining of the player, just they were on the field or whatever. And yeah, it just exploded from there because you had asked about my background before, and I used to work for the casinos. That's where I met Earl, and Earl and I kind of are a pair designed together. And so we met at an ad agency in Atlantic City, and we were doing a lot of casino work. So we were doing foils and die cuts and embossing and all kinds of fun stuff because the casinos are like glitzy and they want, the gaudier the better. So we were doing that. And then when I interviewed at Fleer, they thought, okay, some of this stuff we can use in trading cards. So they knew that was going to be the direction when they hired me, but it took a little while to get there. Okay, I tried to translate. Sorry. Let me know when you want me to stop. Ok, I'll give it a second. Dans les années 90, le propriétaire de Fleer, c'était une usine de bonbons en fait, qui produisait des bonbons, et c'était la priorité vraiment de faire ces bonbons, et le marché des cartes, c'était pas la première importance, c'était juste après les bonbons. Et après, Fleer a été acheté par un groupe d'investisseurs et qui ont vu le potentiel dans le marché. Et c'est à partir de ce moment-là que Gene a rencontré Earl aussi. Ils ont travaillé dans un casino, et c'est là où Fleer avait besoin de ces dessins-là, des cartes emboss et tous ces différents inserts qui sont venus après. D'accord. En fait, le marché s'est développé là. Jean, elle travaillait où avant d'être embauchée par Fleer? Comment elle a été approchée? Et comment on fait un épisode spécial aussi sur les femmes et le hobby? Est-ce qu'elle était collectionneuse avant, ou est-ce que dans sa famille, son papa, si elle avait des frères, collectionnaient, ou c'était une chose toute nouvelle pour elle? Okay. Before I worked at Fleer, Earl and I had our own company, and things had slowed down a little bit, so we decided one of us should go in-house somewhere rather than just both of us work for our own company. So we both applied to jobs, and we both got those jobs, and then we decided only one of us would take one of the jobs, so we weren't sure which one to take. So I called my brother and I said, Fleer is offering me this job, and he said, Fleer trading cards? And I said, yeah. And he said, you have to take that job. So he was a little bit of a collector, my younger brother. So he knew about it, but I did not know anything about trading cards before I worked at Fleer. I was not even a real my family is a sports family, but I wouldn't say I was a huge sports fan. I love basketball probably the most, but yeah. So I did not collect. I collect other things, but I don't collect trading cards. Ok. Avant de commencer chez Fleer, Jean, elle ne collectionnait pas les cartes. C'est juste son frère qui collectionnait un peu. Et quand elle avait l'offre d'emploi de Fleer, elle a dit à son frère, et il a dit, il faut absolument que tu prennes ce travail, que tu travailles chez Fleer. Et avant, elle a travaillé pour son propre compte, et voilà. D'accord. Et son frère qui collectionnait un petit peu. Mais elle aime bien le basket, mais elle ne collectionnait pas. Oui, donc en fait, je pense que là, on va parler un petit peu de l'artiste et de la femme qu'est Jean. L'influence de ces cartes, parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, Tobias, toutes ces inserts, toutes ces cartes qui aujourd'hui s'arrachent même à des prix d'or, et nous deux, on se les montre régulièrement, c'est juste incroyable. Est-ce qu'elle ne pense pas qu'il y a eu cette part de trading card, de sport, mais aussi son côté artistique et son influence de femme, d'artiste qui a amené un autre côté que le côté masculin, et
terre à terre du baseball ou du basket qui restait du sport. Comment elle le perçoit ça? It's funny because when we had to design something, we would go out. Earl and I would meet, and we would go out. We would go to different places, not necessarily trading card places, but we would be influenced by a lot of things. Maybe we would go to a museum, or we would go to a bookstore, or our favorite shop, or whatever. You know, whatever we could use to inspire us. We really, Earl and I are both painters also, and so we're really influenced by a lot of fine art, you know, a lot of pop art we like. So I think that shows in some of our work. And yes, I think that we have different styles. Earl has a style and I have a style, and mine does tend to be a little bit more feminine, like, you know, lighter type or airy, and Earl's is bolder and a lot of color. And I think that kind of is nice as a combination. And then also I worked in-house at Fleer, and Earl worked from his office. So he had more time and more freedom to research. And once he designed something, I would then take it and kind of add the printing technologies to it. So that was kind of the end that I really loved. So it was kind of a combination of two worlds. Ok. En fait, Jean travaillait chez Fleer, ça veut dire qu'elle avait un peu moins de temps que son mari qui travaillait à la maison. Et elle, bien sûr, elle donnait plus une touche féminine avec les couleurs douces et Earl plutôt carré et des couleurs, beaucoup de couleurs fortes et tout ça. Et ils sont sortis pour aller dans les musées, dans les librairies. Aussi l'influence aussi du pop art, du fine art. Ah, oui. Ils ont cherché partout. En fait, dans toute la vie, quand ils sont sortis, ils ont regardé qu'est-ce qu'on peut utiliser pour créer ces cartes. Donc là, c'est vrai que Tobias, après, tu pourras poser des questions, mais ça me fait penser qu'on est au-delà du morceau de carton. Il y a une culture autour de ça. Donc déjà, le baseball, le basket, il y a une culture urbaine, une culture sportive. Et là, il y a une culture aussi qui est venue s'intégrer aux cartes avec cette richesse qu'a apporté Jean. Et est-ce que, par exemple, chez Fleer, elle peut peut-être nous en parler, est-ce qu'elle visitait l'usine? Est-ce qu'il y avait des gens qui venaient l'influencer dans le sens en disant les collectionneurs veulent ça ou faut nous faire ça? Est-ce qu'elle a eu des freins ou voilà, comment s'est construit cette aventure avec eux? Ou est-ce qu'elle avait une liberté totale? Because when I started at Fleer, the trading card department was so small. Really, we were only doing 2 or 3 sets a year. And when I left, we were doing 50, you know, like 48, 50 sets. So when I started, they got used to, yes, I had total freedom. They let me do whatever I wanted as long as it fit within the timeline that it could get produced and the budget. So I would normally just go out, do whatever I wanted, bring it back, and then they would say, well, you know, maybe we could afford this or that, and I would have to take some things out. Like maybe that would be the restriction. But mostly they gave us total freedom. I know people in trading card companies now, and I know that it's not like that. Yes. I happen to be very lucky at a time where they just really did let us do whatever we wanted because it was successful. You know, like I guess if we had done sets and they weren't successful, they would have said no. You know, somebody else would have to be involved in it, but really they let us do what we wanted. Ok. Elle avait vraiment main libre, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, dessiner ce qu'elle voulait, parce que ça marchait, ça va avoir du succès. Il fallait juste que ça reste dans un certain budget, et il faut aussi qu'elle respecte en fait le timeline, le temps pour terminer, voilà, le point final pour que soit terminé. Et après ils sont juste dit, voilà, ça nous plaît, on peut acheter ça ou ça non, mais elle avait vraiment main libre, et au début il n'avait pas carte blanche, voilà, il n'y avait pas beaucoup de sets au début, mais après quand elle a terminé, il y avait 50, 60 de différents sets, voilà, avec beaucoup d'inserts aussi. Ouais, alors c'est vrai que Jean... I'm sorry, you also asked if I was on press, like if I got to see it produced. Yes. And yes, like once we designed it, we would hand it off, it would go to pre-press, and then when it was being printed, we would be on press when it was coming off, so we could see if the colors were correct, if everything was
coming out the way that we wanted it to be. Ok. Elle a dit aussi qu'elle était aussi dans l'usine pour voir quand ça a été imprimé, pour regarder les couleurs, pour voir si ça va, si quelque chose, s'il fallait changer quelque chose. Ou elle était sur place aussi, oui. Ah oui, donc ça c'est un élément important. Et d'ailleurs, en parlant de processus, tout à l'heure elle parlait de timeline. Est-ce que tu peux lui demander, Tobias, on parlait de regular, de set qui devait prendre très peu de temps à la création, mais quand on voit les jambalaya, on en reviendra en parler tout à l'heure, mais tous ces inserts plus ou moins incroyables avec des designs, combien de temps les cartes les plus dures mettaient à être faites, à designer, le délai, combien d'heures? Well, first someone would decide the names and who was going to be in the set and the seating ratios and that kind of stuff. We would get it, we would design it, then it had to go into pre-press so that they did all the production. We had somebody pulling photos at that same time. And then it would go to print. And then after printing, it had to go to collating, packaging, and then shelf. So all that time could take sometimes 6 months and sometimes 8 months, to a year, like maybe on a really hard set, maybe a year, but mostly within 6 to 8 months. Ok. Au début, quelqu'un a créé le nom, en fait, le nom du set, et ils ont vu quel joueur qui va être dans le set, et dans quel ratio ça sera insert dans les packs, 1 à 4, 1 sur 24, ou par exemple, et après, c'est Jean qui a reçu le nom, et après, c'est elle qui a fait les designs. Et après, c'est allé au contrôle qualité. Et après, ça a été imprimé et ça a été emballé. Et ça durait toujours entre 6 mois et 1 an, on va dire. D'accord. Oui, et tu peux lui demander éventuellement, par exemple, est-ce qu'elle a un souvenir d'une carte ou d'une collection qui a été longue à élaborer ou à valider, ou une anecdote par rapport à ça, ce délai, quelque chose qui l'a marqué? Oh God, there's a lot. I would say if I was to pick one, I think the hardest set, it's not even an insert, it was the base cards for EX, I think were the hardest cards we ever had to produce. Because, okay, you want to... the first year or in general, at 96, 97 or in... Well, the 96, 97 had a border to it, right? Like it had that. So there were a lot of difficulties, and that set almost never made it to market because there were some delamination issues. But the year after that, I didn't want that border. I wanted it to look like a floating card. That was the year that was really difficult. But I worked like one-on-one with this printer that I had a good relationship with, and they really helped me make it work. It's really hard it's hard to say how it worked. Like we would print on the plastic, we printed on the paper was die cut. That paper is like a crack and peel, like a peel off sticker on the back, and they would have to hand place every paper onto the plastic, so every sheet was hand placed. And then we had foil on both the plastic and the paper. And then they had to die cut it, each of those cards. So I was never sure if it was going to work out. I'm amazed that they've held up as well as they have, but that card, I would say, was the hardest card we ever produced. But I love the cards. Yeah, we love them too. These are amazing sets. En fait, les cartes qui sont restées dans son souvenir pour la production, c'est le EX. Les 96-97, ils avaient un bord. Et en 97-98, ils ne voulaient pas ce bord. Ils voulaient supprimer ce bord. Ah oui. Mais la carte, elle possédait 2 parts. En fait, une part plastique de la carte et l'autre du carton. Voilà. Ça. Ah oui. Et il fallait rassembler, et c'était aussi die cut, il fallait rassembler ces cartes dans l'imprimante exactement. À la main, quoi. Non, avec la machine, mais le plastique sur le carton. C'est ça, oui. Et elle ne pensait pas que ça va marcher parce que c'était tellement compliqué de mettre ça ensemble. Mais enfin, ça a marché. Elle est très contente de ce set. Tu peux lui dire que maintenant, ça s'arrache à des prix d'or, un pack même. Mais je préfère payer quand je vois le travail que ça demande, ce prix-là. Même avec les prix de maintenant. Yeah, Greg said, even if today they are so expensive, they're really worth it, you know? Like, it was a lot of work. Well, and then even the plastic is so thick
that they were shattering, like some of the edges were getting shatters on them. So they had to heat the room up so that it would kind of make the plastic more pliable. When they cut it, it had to be really hot in that room so the plastic would not shatter. Wow. Et pour le plastique aussi, il fallait chauffer la pièce pour que le plastique soit plus dense en fait, pour pouvoir le couper, parce que parfois quand plus malléable, plus malléable, hein, parce que quand la température est trop basse, ça cassait en fait les ongles, ça cassait et il fallait vraiment chauffer la pièce. C'est incroyable. Et Tobias, tiens, tu pourrais poser une question par rapport au set Jambalaya, parce que moi je me pose toujours la question, c'est un set mythique, le nom, pour comment c'est venu, les couleurs, c'est complètement fou. We had product managers, so there would be somebody working on EX, someone would be working on metal, someone would be working on ultra flare. And so one of those people would put together the names of the set. So I didn't do the names. They would do the names. They would decide who was going to be in the set, how many cards were going to be in each of the sets, maybe the seating ratios, like how often you would get them per pack. And then I would get that list. So I got the list and it said Jambalaya was one of the inserts. And I actually gave that to Earl to design. And he designed it, and usually he would bring in 3 or 4 options, and then we chose that one. And I, at the time, had just been to a design conference, and I had seen this stock that I really liked, this lenticular, like dimensional stock that I liked. And I thought, because it was such a clean, crisp design, I thought that would be really cool on this stock. So Earl didn't know it was going to go on that paper, but when he saw it, he really liked how that like kind of brought his design to life. So it was kind of a combination of things. Okay. Thinking about. Ouais. En fait, le nom, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait créé, comme elle avait déjà dit, le nom et quel joueur va être dans le set et comment les packs sont dispatchés et tout ça. Et après, elle a reçu l'information, elle a donné ça à Earl et c'est lui qui a fait 3-4 différents designs et il était à une réunion, on va dire, à un forum de design et elle a bien aimé ces lenticulaires, c'est un peu 3D, cet effet et c'est comme ça que ça s'est créé en fait. Ouais, donc c'était un vrai travail d'équipe, ils se complémentaient, il y avait des idées, c'est incroyable. Et par rapport à ce travail et de design, aujourd'hui on est d'accord, on dispose de beaucoup plus de moyens que dans les années 90 et pourtant on a l'impression que la créativité et les moyens mis sur les cartes sont bien moins importants. Il y a des belles cartes, mais il y avait un flow incroyable, Fleer ou d'autres marques. Comment elle explique qu'aujourd'hui on ne fasse pas des choses encore plus incroyables, parce que dans les années 90 c'était des révolutions ces cartes-là. I think there are a couple of things. There should not be budget limitations because they are making a lot of money. Yes. That should not be an issue. But I think one was like in the late 90s, I left in 2000, I left Fleer. And at that time, things were changing from a lot of our budget going to printing and technologies and that kind of thing to game-worn memorabilia cards, autograph cards. So a lot of that money that we put into the cards now went to these other things. So there probably is a little bit of a limitation because a lot of the budget goes to that. But I also think that the fact that there's one license for all of these companies, like, you know, all of the licensors have gone to one licensee. I don't know why, but I think that creates a little bit of a complacency because they don't have the competition. When when I was designing cards, there would be some other companies coming out with the same NBA cards or baseball cards. And so we were always like trying to stay ahead of each other. And I don't, if you don't have the competition, I think that hurts that. En fait, elle ne pense pas que c'est un problème de budget parce qu'ils font beaucoup d'argent Panini et c'est pas ça. Mais elle a vu aussi que depuis les années 2000, le budget des inserts est plutôt allé dans les signatures et dans les Game Worn, dans les maillots.
Et elle pense que c'est un problème aussi de licence, parce que dans les années 90, tu avais Tops, Upper Deck, Skybox, Fleer, tu avais beaucoup de compétitions. Et même, voilà, et aujourd'hui, tu n'as que Panini. Panini qui peut faire ce qu'il veut, qui règne le marché en fait. Et c'est pour ça, c'est pas bien. D'accord, ouais, ok. Et toi, Tobias, est-ce que tu as une petite question pour Jean? Yes, I have a question because I'm a big fan of like the first year of Flair showcase, like the Legacy collection cards. Okay. Concerning like the serial numbering, do you know why there are versions that start with 000 out of 150? There's the Michael Jordan that starts like this, and a lot of other. Does every player start with 000, or do all the other players start with 1? I don't know. I don't know. Okay. I mean, Okay. I think that Tu lui as posé une colle. it could be the manufacturer that was doing it might have done that like unintentionally. Okay. So it could be a mistake. Okay. Because normally we would not start with 000. Like Yes. yeah. What I was thinking, because I never saw another card starting with 000 other than the Michael Jordan card, and it's like the same with like the precious metal gems from 97-98. There is one Charles Barkley green that is numbered, I think, 11 out of 100. This is quite funny. Really? Huh? That's weird. Yeah, that's weird, but this is really funny. Maybe that could have been a replacement card and a mistake. So sometimes if you got a card in a pack and it was damaged, you could send it in to the Fleer and we would replace it, but we didn't have those cards printed up just sitting around. Okay. With the correct number on it. So we would maybe have some extra cards printed, but they would send that one card out, get it numbered. So maybe in that case, that's the only thing I could think of. Ok, perfect. Je demandais pourquoi dans le set de Flair Showcase Legacy Collection 96-97, il y a une Michael Jordan qui commence avec 000 sur 150, comme que les autres joueurs commencent toujours par le numéro 1 sur 150, mais je ne sais pas pourquoi c'était le cas. Peut-être c'est un problème d'imprimante ou on ne sait pas. Oui, et je demandais aussi pourquoi il y a une Precious Metal Gems verte, green, de Charles Barkley qui est numérotée 11 sur 100, parce qu'on sait bien que les premiers 10 sont vertes et les autres 90 sont rouges. Et elle a dit c'est peut-être un remplacement, qu'une carte a été cassée et comme ils n'ont pas imprimé ces cartes avant, c'est peut-être un remplacement pour une carte qui a été renvoyée, qui était cassée peut-être. Ok, ça marche. Et pour la question que j'avais aussi, c'était est-ce qu'elle a gardé certaines cartes mythiques ou est-ce qu'ils avaient aussi des éditions spéciales par rapport à ça? We would always get a set of everything that we designed, except if it was a numbered set, because those all had to go into the packs. So for a long time, we kept everything. And then at one point things just started going crazy and we sold some stuff, but I mean, for the most part we had a lot of what we designed. My intent, we have 2 children and my intention was always to keep 2 of everything and give each of them 1 set, but then they became way too valuable. En fait, ils sont chaque set qui sont faits, ils sont reçus un set entier, pas les numérotés, parce que ça tu vas aller tout dans les packs, mais tous les autres sets. Et ils sont 2 enfants, ils sont pensés de garder un set pour chaque enfant, mais après ils sont vendus beaucoup parce que c'est tellement devenu cher. Ils ont raison. Mais c'est super. Voilà. Ok, ouais. Et toi, Tobias, tu auras une autre question pour Jean par rapport au... I have one question about, do you know anything about the print run of the products from the 90s? Like Free Ultra or Fleer Tradition or how many boxes? I think a lot of people ask themselves how many boxes were produced, how many cases. Do you know anything about that? No, I do not. I mean, once we designed it and I handed it off, there was a production department and they would work with the printer on case quantities and stuff like that. So no, I had no.
I think in some cases you can do some math, like the Flair Showcase Legacy Collection, which was inserted like 1 in 30 packs. You know, there are like 90 players times 3 and times 150, so you know exactly how many boxes were produced. But with others, it's not so easy. En fait, j'ai demandé si elle sait combien de boîtes de chaque produit ont été produits, mais ah oui, en nombre. You can talk. I'm just going to get something. I'll show you. Okay. Oui, parce que ça c'est elle sait pas le côté design. Oui, voilà. Ouais. Non, mais c'est intéressant de voir que la partie quand même design était bien séparée de ça, ce qui est normal. Hein, mais c'est clair. Bon, t'as vu la visite du fiston. Oui. You said, do we have cards? Like, I like things that are kind of unique to what we do. So, like, I would collect the artwork that maybe I had an artist do for the background. I would keep that. Or the illustrations from some of the metal cards. They would do them as sketches first, and I kept a lot of that stuff. Or we would have dies made. So I don't really collect a lot of cards themselves, but I collect a lot of this stuff that created the cards. But I do like sheets, and I don't have that many, but I have this one sheet I'll show you. So this is like a sheet of the the hot numbers. Yeah. So this is like the size of a hot number sheet. Wow. C'est magnifique. 2, 3, 4, 5, 6. So there's not. It's a small sheet. Like some of the other sheets are huge. They might be 100 cards up. But this is a smaller sheet because of the stock that it was printed on. Donc, on peut dire à nos auditeurs que Jean nous montre une planche de cartes. Tu peux lui dire que moi, par exemple, ça, je l'encadre comme un Picasso. Hein. He said Greg would frame it like a Picasso. I really would love to do a show like at the Museum of Modern Art or something like that, because they do shows, you know, of pottery, or they'll do children's books. And I think trading cards have more art than anything. So I think that would be fun. This would be fun. Yeah, you can come to Paris, like to go to the Louvre or to the Musée d'Orsay. Exactly. D'ailleurs, par rapport au musée, tu pourras nous traduire après, Tobias, mais American Card Catalogue, qui est le premier, en fait, avant le Beckett, qui a été le premier référentiel fait par un Américain sur les cartes, un vrai passionné. Il y a une exposition, alors qui change, mais qui est toujours fixe, sur les trading cards au Met à New York. Est-ce qu'elle connaît cette exposition? I know that there have been a few shows, and there's actually somebody at the Met that is in charge of their trading card collection. So I know they have a collection, but it's all really old stuff. It's not the, 90s is newer to them, and the new stuff is really new. So I think it would be interesting to do something a little more with modern cards. En fait, oui, elle sait qu'il y a une collection de cartes au Met, mais c'est plutôt des vintage, des anciennes cartes. C'est pas très moderne, et ce sera intéressant de faire quelque chose de plus moderne. Oui. Ouais, moi, c'est un truc qui me plairait bien, même à faire en France à petite échelle. Vas-y, Tobias, si tu veux poser une question, je vais chercher quelque chose parce que c'est en rapport avec Jean. J'arrive. Okay, he's gonna get something, and one parallel I like very much is like the Fleer Brilliance, like the 24K gold. Okay. And I didn't work on Fleer Brilliance. I did not work on that side. Okay. Yeah. But another question, like the Flair Showcase 96-97. You also did like the row 1, the row 0, the row 2 design, like the base design. Yeah. And I don't know, because some, like especially the row 2 of the how can we tell, they are like quite the centering, there's a slight, they're not very well centered. I never saw a Kobe Bryant that is well centered. How can you explain to you that some are well centered and others not? Can this happen when printing those cards, or how do you know anything about this? Yeah, I mean, usually the centering, a lot of it has to do with the foil placement. So when we create a card, it has a bleed. It'll have extra around the edge. And the foil, if it bounces at all, it'll make the card look off centered. So maybe the
photo is centered correctly, but the foil is probably the issue. And it depends on where it falls on the sheet. So if it's on the left side, it might be off only in that row, because that's the way the foil is. It's in rows. Okay. So probably every card in that row is off. Ok, je demandais pourquoi les cartes de Flair Showcase première année ne sont pas très bien centrées, certaines. Et elle a dit c'est un problème avec le foil, avec, comment dire en français, avec le film, non avec le film. Le film qui est posé au-dessus de la carte. Oui. En fait, comme c'est toujours dérangé, et peut-être à droite ça va, et quand tu vas plus à gauche, le film n'est pas bien. Voilà, elle a dit l'image, peut-être c'est bien centré, mais pas le nom et pas l'écriture. Voilà, c'est ça. Ok, bon, j'ai ramené une petite boîte qui m'est chère. Je sais pas si tu reconnais. Ah, ok. En fait, Tobias va vous expliquer, mais c'est un cadeau qu'il m'a fait. Et bon, actuellement, c'est une box qui vaut très cher. Est-ce qu'il y a une petite anecdote ou comment s'est fait ce design par rapport à cette boîte? Moi qui collectionne le baseball, c'est une collection mythique. Those cards, I love those cards. It took us years to get to that point. I actually have samples that I had made that were original before the cards that we ended up with. Let me see if I can find. Do you have 1 minute? Yeah, of course. Ouais, donc Tobias, on va dire à nos auditeurs que j'ai montré une boîte, la boîte que tu m'avais offerte, que je garde précieusement, le Molten Metal. Et tu vois, je l'ai montré à Jean et tout de suite, elle a dit c'est l'une de mes préférées, t'as vu? Une collection, et c'est fou. Il a dit toutes ces cartes de métal, ça a pris des années pour arriver à ce point-là. C'est incroyable. Et là, elle va nous montrer quelque chose. Oui, parce qu'ils faisaient des originaux, c'est ça, des samples avant un peu de ce que j'ai pu comprendre. Exactement, Donc, I don't think I can find them so easily. Okay, no worry. I'll send you a picture of it when I find it. Oh, perfect. But originally we had cards that were sent to us from a company. We've been wanting to do metal cards for a while. And they were on like a tin and they folded the edge and I just didn't like the look of it. It had a strange pattern on it. So we didn't think we were ever going to do the metal cards. And then I was at a printing expo and this company had a CD cover, like a record cover, and it was printed on metal, on like a really nice metal. It had a really clean edge to it. It didn't have that weird rolled edge. So I started a dialogue with them. I went out to see their printing company and they said, yeah, they could produce something. So they did a sample for me and it was exactly what we wanted. But the way that we had to do it, when I went to see that print and they laid down white on a metal sheet and it would go through an oven and the oven would bake the color onto that metal. And then it would go through the next cyan and it would bake that on. And then it went through magenta. So after each color, it had to go through an oven to kind of cure the ink to the metal. And then they had like a die that would stamp them out. And I really like that shape because it's a regular, it's harder corners on two sides and softer corners on the other. Yes, exactly. En fait, c'était... ils ont toujours voulu faire des cartes en métal et elle a reçu certains essais et elle n'était pas contente parce que ça s'est plié autour et elle n'a pas aimé la forme et la structure de la carte. Et après, elle allait voir une expo et elle trouvait un CD qui avait un cover, un jaquette en métal. Et elle trouvait ça, c'était super intéressant. Et l'inspiration. En fait, voilà, l'inspiration. Et après, en fait, il fallait passer dans un four pour vraiment cuire toutes les couleurs. Bleu, le rose, en fait, toutes les couleurs qu'on a dans l'imprimante, une après l'autre. Et c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Ah non, mais c'est incroyable l'idée. Et c'est pour ça que ça me fait penser. Est-ce que, par exemple, une fois, elle a eu une idée d'un design ou d'une idée de carte et le fait de l'imprimer ou la façon a changé, mais elle a trouvé ça plus joli ou est-ce que la technique a sublimé sa carte? Elle s'est dit, il faut qu'on garde cette erreur ou cette chose qui est arrivée alors que c'était pas prévu. Not really a mistake. Like we would a lot of times get samples made, so I would kind of know what it's going to look like. But I think the card that I was really liked more than I thought I was going to like it because I would see samples, but it didn't have the die cutting. It might not have all the foil
was the Golden Touch. Those cards, I don't know if you know what they look like, but they're on that. It's like the second year, like the 97, 98, or the night. It was on a gold paper. It has like a die cut. Yeah, I think it's the second year because there's 96, 97, 97, 98. It's really gold. Like the first year is not. Yeah, it's gold, and then it has gold foil, and it's embossed. Yeah, it's die cut. It had so many processes that I never got to see one fully put together until it came into the office, and then I was like, okay, I really like that's one of my favorite cards. I love those cards. Okay, en fait, I know they're sensitive. The edges of them get really messed up. Ouais, that's true. En fait, une carte qu'elle a particulièrement ou qu'elle aime bien, c'est les Golden Touch de Skybox qui sont quand il les avait reçus dans son bureau après le procès de l'impression, elle était vraiment impressionnée et c'était beau par le résultat. Encore mieux de ce qu'elle Encore mieux que s'imaginer le résultat. Voilà, ok. Bon, on va pas la bloquer plus longtemps. Juste, je lui avais demandé si elle avait ça sous la main, parce que moi, je trouve que le travail qu'il y a du dessin, de la recherche, est-ce qu'elle avait un sketcher? Je lui avais proposé un croquis, quelque chose qu'elle aurait préparé pour nous montrer. On le mettra en photo sur le blog d'un croquis qu'elle avait fait ou d'un dessin d'une carte. The day that I got the job at Fleer, they had a computer delivered. So I had like the first Macintosh that they ever had at their factory. I had, and so we would do our sketches, but you wouldn't even know what they were thumbnails, what we call thumbnails, and they're just like little quick sketches. And I actually did keep a lot of that stuff, but then we would take it to the computer, and a lot of our comps are computer generated. Yeah. Ok. Le jour où elle a commencé, en fait, le travail, ils ont reçu le premier ordinateur Macintosh et c'est pour ça que c'est des thumbnails et ils ont créé ça par l'ordinateur. Avant, elle faisait quelques designs, mais D'accord. Elle a travaillé plutôt sur. Tobias, je pense que c'est bon, on va pas l'embêter trop longtemps, mais on va remercier Jean. Good luck with your podcast. Thank you very much, Jean. Have a good day. Bye. You too. Take care. Bye. Hello les amis, c'est l'heure du jeu concours. Alors je suis avec Greg et Greg Junior qui est dans ses bras face à moi. On fait ça en famille aujourd'hui, le concours. Alors déjà, Greg, tu vas nous annoncer qui a gagné le concours de l'épisode précédent. Eh bien oui. Voilà. Ouais, t'as l'air enthousiaste, hein, ça se voit, grosse patate. Alors vas-y, dis-nous qui a gagné. Eh bien, le grand vainqueur du concours avec la Geek Factory, c'est le compte fan francophone consacré aux Brewers de Milwaukee, la buvette de Milwaukee. Et est-ce que dans cette buvette, il y a des pressions ? Eh bien, à croire leur tweet épinglé avec Yelich qui brandit son gobelet de bière, je pense qu'il y a plus que la pression. Bon, bah c'est parfait, super compte. Oui. Il va recevoir du hockey, mais bon, il va kiffer quand même. Il pourra en échanger contre du baseball. Voilà. Il pourra monter sa collection. Alors, pour cet épisode, nouveau jeu concours, que faut-il faire pour gagner ce magnifique lot de cartes féminines que tu vas nous proposer ? Eh bien, rien de plus simple. Cette fois-ci, il faudra vous abonner à notre chaîne YouTube et à commenter la vidéo de l'épisode numéro 3. Super. Et il n'y a pas que des cartes de femmes à gagner. Il y a aussi une magnifique casquette que tu as fait broder à la main. Oui, alors à la main ou par des machines, mais elle sera brodée en tout cas la grande sur place. l'avant. C'est ça. Donc, pour que vous soyez beau gosse en toute situation. Greg Junior, il est un peu agité, mais il est tout aussi beau gosse que son père. Est-ce que tu veux dire un petit mot comme dans le micro ? Non. Bon bah voilà. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à participer à ce nouveau concours et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Merci. À bientôt.